J'appelle la communication suivante, mais qui est en visio, du professeur Céline Pulcini sur comment mieux utiliser les antibiotiques en chirurgie au quotidien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui et désolée de ne pas pouvoir être en présentiel. Est-ce que vous voyez mon diaporama? Ah ben, tout va bien, on vous entend bien et le diaporama est en place. Vous Parfait. pouvez y aller. Donc, pas de lien d'intérêt. Alors, je voulais un petit peu détailler mon parcours parce que ma perspective va être forcément influencée par ma vie professionnelle. Donc, j'ai fait partie d'une équipe de bon usage des antibiotiques pendant de très nombreuses années où j'ai pu avoir la chance d'aller dans la quasi-totalité des services de chirurgie de l'hôpital et donc découvrir le monde des anesthésistes, le monde des chirurgiens et leurs contraintes. Maintenant, je fais partie d'un centre régional en antibiothérapie dans le Grand Est, donc j'ai une vision plutôt de politique régionale. J'ai également été beaucoup impliquée au niveau national dans la Société des infectiologues, la SPILF, et également au niveau du gouvernement, puisque j'ai coordonné pendant 4 ans la stratégie nationale antibiorésistance au ministère en charge de la Santé, où j'avais rencontré l'Académie nationale de chirurgie à cette occasion. J'ai également beaucoup fait de choses à l'international sur la thématique bon usage avec la Société européenne qui maintenant est leader au niveau international, donc pas mal d'expériences de ce qui se fait dans d'autres pays en Europe et ailleurs et également experte à l'OMS pendant de nombreuses années sur la thématique antibiorésistance. Et donc, ça m'a permis, en fait, d'avoir la chance d'explorer toutes les facettes que je souhaitais explorer sur l'antibiorésistance et le bon usage des antibiotiques depuis plus de 20 ans, que ce soit par une perspective clinique en tant qu'infectiologue, par l'enseignement au niveau national, international, beaucoup de recherches également, avec quasiment 300 papiers sur la thématique bon usage des antibiotiques, et je suis dans une équipe INSERM pluridisciplinaire de santé publique actuellement. Beaucoup de sensibilisation de publics variés, donc grand public sur le sujet et un gros intérêt sur les politiques publiques et je me suis orientée là-dedans depuis ces dernières années. Donc, tout d'abord, en quoi l'antibiorésistance est un enjeu pour les chirurgiens, sans faire de redite avec tout ce qui a été dit par tous mes collègues et qui me réjouit. Donc, en pratique clinique, quand vous avez ou quand on a en tant que clinicien un patient qui a une infection à bactéries multirésistantes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit utiliser des antibiotiques qui sont en seconde intention, en dernier recours dans les recommandations, quand elles existent. Et souvent, ces antibiotiques, ben, pourquoi ils sont en dernier recours? C'est parce que souvent, ils peuvent être moins efficaces pour l'infection qu'on cible, plutôt que les antibiotiques de première intention qu'on peut prescrire quand les bactéries sont sensibles. Ils sont souvent plus à risque d'effets indésirables, quels qu'ils soient, et ils sont quasiment toujours plus à risque d'antibiorésistance eux-mêmes. En plus, généralement, ils sont plutôt parentéraux que oraux, comme les antibiotiques de première intention, ce qui veut dire qu'il y a généralement une moindre qualité de vie pour les patients, un risque accru de complications infectieuses, même si ça dépend de la situation clinique, comme le professeur Brouillard l'a souligné, et un risque accru de décès. Les études quand même montrent que pour la plupart des infections graves à bactéries résistantes, quand il y a une résistance, il y a une surmortalité avec une surmortalité d'un facteur 2 à 3 par rapport à une infection sensible, souvent liée à un délai dans la mise en place d'une prise en charge thérapeutique efficace. Et enfin, dans l'extrême, quand on a une infection à une bactérie qui est totalement résistante à tous les antibiotiques qu'on a à notre disposition, eh ben, c'est l'évolution naturelle de la maladie qui prend le pas et ça veut dire que bah, souvent les patients peuvent mourir ou avoir des complications parce qu'on ne peut plus les traiter avec les antibiotiques. L'antibiorésistance, il faut aussi réaliser que ça, c'est une menace pour la médecine qu'on appelle moderne, c'est la médecine qu'on utilise depuis plusieurs années, puisque quand on regarde un petit peu les données historiques, il y a plus de 100 ans, avant qu'on utilise les antibiotiques en pratique courante, c'était beaucoup plus compliqué de faire des prises en charge chirurgicales complexes, évidemment de donner des traitements immunosuppresseurs qui de toute façon n'existaient pas à l'époque, de mettre des gens en réanimation, parce que toutes ces prises en charge du quotidien maintenant sont à risque d'infection. Ils ne peuvent être gérés avec un risque minime d'infection que si on a des antibiotiques efficaces à disposition. Donc, il faut vraiment réaliser que les antibiotiques, on prend ça pour un acquis, mais en fait, c'est ce qui permet de pratiquer la médecine telle qu'on la pratique tous les jours sans trop de risques infectieux pour les patients. Et en plus, quand on regarde un petit peu les classes médicamenteuses dont tout le monde a besoin au cours de sa vie, je pense qu'il n'y en a que deux, même si je n'ai pas d'études à vous proposer pour soutenir mes propos. Mais je pense qu'il n'y a que les antibiotiques et les antalgiques dont on a tous besoin à un moment donné de notre vie. Le reste, on peut y échapper selon notre chance et nos modes de vie. Alors, tout le monde l'a un petit peu souligné, ce qui fait que c'est compliqué de sensibiliser les gens à se saisir du problème d'antibiorésistance, c'est qu'il y a un certain problème de visibilité. Comme l'a dit le professeur Entremont, ce n'est pas une maladie. C'est quelque chose qui aggrave une infection qui peut se rencontrer dans une maladie ou d'autres, ou des comorbidités.
Ça se développe en plus souvent l'antibiorésistance dans les microbiotes. Chaque fois qu'on prend un comprimé d'antibiotiques ou une injection d'antibiotiques, on sélectionne de la résistance dans les microbiotes, ça a été souligné, ces résistances peuvent se disséminer. Et donc, en fait, pour voir l'antibiorésistance, il faut y être confronté pas avec un prélèvement microbiologique positif. Et ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on n'a pas besoin de prélèvement microbiologique, comme le soulignait le professeur Bruyère, et on peut ne pas voir l'antibiorésistance qui, elle, se développe systématiquement chez notre patient quand on lui prescrit des antibiotiques. Et donc, ça participe au fait qu'on n'est pas toujours suffisamment sensibilisé au problème. Donc, comment on fait pour lutter contre l'antibiorésistance? On en parle tout l'après-midi. Il y a deux piliers essentiels pour lutter contre l'antibiorésistance et ils ont été abordés. Le premier, c'est prévenir les infections. On a parlé d'antibioprophylaxie, préparation de l'opéré, vaccination quand c'est pertinent, que ce soit les infections communautaires ou les infections associées aux soins, puisqu'en tant que chirurgien, vous côtoyez les deux, bien évidemment, et contrôler la transmission. Donc tout ça, on en a parlé. Et le deuxième volet que je vais aborder maintenant, c'est les programmes de bon usage des antibiotiques. Donc les antibiotiques uniquement quand il faut et comme il faut. Et comme cela a été souligné cet après-midi, une part importante des antibiotiques prescrits dans les établissements de santé le sont en chirurgie. Donc vous avez un rôle déterminant à jouer, avec les anesthésistes bien sûr, pour participer au bon usage des antibiotiques. Et bien sûr, ces politiques de prévention de l'antibiorésistance, c'est dans les trois secteurs, que ce soit les établissements de santé, les établissements et services médico-sociaux, notamment les EHPAD ou la ville, avec une dimension une seule santé que j'aborderai pas parce que c'est pas très en lien avec la chirurgie et c'est pas le topo d'aujourd'hui, mais il faut s'occuper des humains comme des autres animaux et des écosystèmes, puisque tout se transmet dans toutes les directions. Et il faut s'occuper de toute la planète, comme l'a montré le professeur Andremont, puisqu'il y a de l'antibiorésistance partout et que les bactéries ne connaissent pas de frontières. Et c'est le problème de tout le monde, c'est le problème des chirurgiens, des médecins, des professionnels de santé non prescripteurs, des patients, des usagers, de tous, dans un objectif quelque part d'harmonie avec les bactéries à trouver. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement en tant que chirurgien pour lutter contre l'antibiorésistance? C'est mieux utiliser les antibiotiques. Alors, le premier volet, mais je ne développerai pas parce que ça a déjà été abordé, c'est prévoir, promouvoir les mesures de prévention des infections. Donc, pour les infections communautaires, il y a ce qui s'appelle les mesures universelles d'hygiène qui ont été définies par le Haut Conseil de la santé publique. Je vais montrer les recommandations. Il y a les vaccinations pour la plupart des infections communautaires, mais ça ne couvre pas toutes les situations, bien sûr. Et ensuite, il y a toutes les bonnes pratiques pour prévenir les infections associées aux soins que vous connaissez très bien. Là, je vous mets les mesures universelles d'hygiène de 2022 définies par le Haut Conseil, plus à titre d'information qu'autre chose. Et ensuite, il faut mieux utiliser les antibiotiques. Et là, j'ai listé les principales choses que vous pouvez faire en tant que chirurgien. Certaines ont déjà été abordées. Donc, le premier, c'est parler à votre patient, l'éduquer. Comme on l'a dit, c'est lui expliquer ce qui risque de se passer en post-op, comment il doit réagir et l'articulation avec le médecin traitant, par exemple. Et ça, il y a une ressource que vous pouvez éventuellement utiliser en plus des recommandations et des protocoles que vous avez, c'est Antibiomalin. C'est un espace d'information sur santé.fr sur les principales infections courantes communautaires, sur les antibiotiques et sur des messages de bon usage des antibiotiques et sur l'antibiorésistance. Ça peut donc vous aider à appuyer vos propos et à sensibiliser vos patients à toutes ces problématiques. Ensuite, je ne parlerai pas de la formation initiale et continue, ça a été brillamment décrit par le professeur Christou juste précédemment, mais c'est essentiel, bien évidemment. Et je trouve ça vraiment réjouissant de voir que l'Académie s'investit aussi fort sur cette thématique de la formation. Donc là, je vais plutôt parler des guides de prescription. C'est évident que vous avez besoin de référentiels, que ce soit les recommandations nationales, idéalement sous un format simple que vous pouvez utiliser au quotidien, donc un guide de prescription disponible dans votre établissement. Et ça, normalement, c'est censé être mis à votre disposition par le référent en antibiothérapie de votre établissement. Si ce n'est pas le cas, il faut se rapprocher de lui pour qu'il puisse vous mettre ces ressources à disposition, bien sûr basées sur les référentiels, sur les recommandations HS ou autres, et sur la littérature. Donc ces guides de prescription, il y en a plein qui existent nationaux, payants ou pas, je n'entrerai pas dans les détails, ils s'appellent Hippopie, Antibioguide, Antibiogarde, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, normalement, votre référent en antibiothérapie peut vous guider. Ils sont censés être basés sur les recommandations de bonne pratique, sur la littérature ou éventuellement sur de l'avis d'experts s'il n'y a rien à disposition et ça doit être indiqué en tant que tel et ils doivent être régulièrement actualisés, bien évidemment. Ils peuvent être complétés s'il y a des trous dans la raquette, ça peut arriver parce que la chirurgie, il y a une variété de situations qui est vraiment infinie par des protocoles locaux qu'à ce moment-là, vous pouvez développer avec le référent d'antibiothérapie de votre établissement sur la base de la littérature et de l'avis d'experts. Et c'est vraiment important, et ça a été souligné par plusieurs, d'intégrer la démarche diagnostique dans ces guides, parce que le diagnostic, c'est essentiel pour prescrire le bon antibiotique ou ne pas prescrire. Et dans cette démarche diagnostique, et ça a été souligné par le professeur Bruyère, quand est-ce qu'il faut faire un examen microbiologique ou pas?
Parce que si on en fait trop, ben, on peut avoir des colonisations, donc des prélèvements positifs, sans qu'il n'y ait d'infection qui débouche sur des antibiothérapies inutiles, voire pose des problèmes en termes de responsabilité médico-légale, comme ça a été souligné. Donc il faut aussi, en plus du bon usage des antibiotiques, avoir un bon usage des examens complémentaires de manière générale et une démarche diagnostique appropriée. Ensuite, bien sûr, il ne faut prescrire que quand il faut, donc limiter au maximum les antibiothérapies inutiles, puisque chaque prise d'antibiotiques compte et va sélectionner la résistance. Et donc augmenter le risque de complications infectieuses antibiorésistantes chez votre patient avec quelque chose, comme l'a souligné Marc Léon, hein, quelque chose que vous voyez dans votre pratique en fait. Et donc ça, pour éviter les antibiothérapies inutiles, qui représentent environ un tiers des prescriptions quand on regarde les audits de pratique, hein, quelles que soient les études, bah, c'est vraiment important d'avoir la bonne indication, par exemple l'antiboprophylaxie, mais pas que, et le bon diagnostic. Je viens d'en parler et ça a été souligné par la plupart des orateurs. Enfin, antibiothérapie la plus appropriée possible, donc comme il faut, avec deux gros leviers pour l'antibiorésistance, la durée la plus courte possible, ça a été montré par Marc Léon, et les antibiotiques les moins générateurs d'antibiorésistance possibles. Et ça, il y a des recommandations qui existent sur les durées les plus courtes possibles ou sur les antibiotiques à préférer parce qu'ils sont un peu moins à risque d'antibiorésistance que les autres, même si tout antibiotique est à risque d'antibiorésistance, comme je l'ai déjà souligné. Et normalement, ces principes d'utiliser l'antibiotique qui est le moins à risque d'effets indésirables, quelque part, sont inclus dans les recommandations. Donc, si vous suivez les recommandations, quelque part, ça a déjà été réfléchi en amont et ça vous fait moins de choses à penser quand vous devez prendre en charge les patients. Et ce que j'ai mis là, c'est les antibiothérapies inappropriées. C'est rien d'indication d'antibiothérapie, mais ce n'est pas les bonnes modalités. C'est environ un tiers des prescriptions. Donc globalement, il y a seulement un tiers des antibiothérapies qui sont bien prescrites dans les études qui sont faites, que ce soit en France ou ailleurs. Et enfin, et ça a été souligné aussi par le docteur Birgan, il faut absolument optimiser et clarifier le circuit de prise en charge du patient. Et ça a été, il y a eu plein d'exemples donnés par les différents orateurs. Donc vraiment définir qui est-ce qui est en charge, ça peut être au pluriel, hein, bien sûr, à tous les moments de la prise en charge du patient pour une suspicion d'infection ou pour une antibiothérapie, qu'elle soit préventive ou curative, que ce soit au bloc, que ce soit dans le service. Quelles sont les consignes aux internes? On voit régulièrement quand on est infectiologue, on va dans les services de chirurgie, l'interne qui est d'accord avec l'infectiologue, qui arrête l'antibiothérapie, puis le chirurgien senior qui passe derrière, qui la continue ou qui la change. Tout ça, c'est compliqué à gérer en termes de dynamique d'équipe. Et c'est vraiment important que le référent en antibiothérapie qui vient vous aider pour votre politique de bon usage, ou l'infectiologue, et ou l'infectiologue, parce que ça peut être la même personne, ça peut être des personnes différentes, sache à qui s'adresser, qui trouver dans le service, parce que là aussi, grand moment de solitude, quand on est infectiologue, quand on va en chirurgie, c'est compliqué de choper quelqu'un, pour le dire clairement, parce que bah, vous êtes au bloc opératoire, donc quand est-ce qu'on vient, à quel moment ça vous dérange le moins, comment on fait pour discuter avec vous, parce qu'on en a besoin, hein, on ne peut pas juste mettre des mots dans les dossiers. Donc ça, tout ça, ça doit être défini avec les différentes parties prenantes dans un esprit d'équipe, dans l'intérêt de la qualité et de la sécurité des soins des patients. Et enfin, dernière chose que vous pouvez faire, c'est connaître un peu quel est le maillage territorial et les ressources, les personnes que vous pouvez solliciter pour vous aider. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes censé être aidé pour toutes ces problématiques compliquées et pour que vous puissiez solliciter leur avis, leur appui, ce qui en plus en termes de responsabilité est souvent mieux quand on a des plaintes. Donc il y a des équipes régionales et locales qui sont en charge des programmes de bon usage et qui sont en charge de vous proposer des plans d'action dans votre service et des ressources, des outils, des choses dont vous avez besoin pour le quotidien. Donc, tout ça est détaillé dans la stratégie nationale portée par le ministère de la Santé qui court sur 22-25. Il y a tout un schéma sur comment c'est décliné au niveau de la région, au niveau territorial, au niveau des établissements. Donc, je ne rentre pas dans les détails, j'ai mis les références. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quand vous ne travaillez pas dans un établissement de santé, vous êtes dans un cabinet, par exemple, eh ben, vous pouvez faire appel à l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie du territoire dans lequel vous êtes, si elle existe, parce que c'est en cours de déploiement, donc elle n'existe pas toujours, mais elle devrait tout exister à terme sur le territoire. Ces équipes sont censées coordonner toute la politique de bon usage des antibiotiques sur le territoire géographique du groupement hospitalier de territoire, dans tous les secteurs de soins, donc que ce soit la ville, les ESMS ou les établissements de santé. Elles sont financées par les ARS et elles sont coordonnées au niveau de la région par les centres régionaux en antibiothérapie qui existent dans toutes les régions en France, en dehors de Mayotte, même si ça doit être déployé dans les années qui viennent. Et donc, ces équipes doivent veiller à ce qu'il y ait un avis d'infectiologue disponible sur le territoire en heure ouvrée, par exemple via la téléexpertise. Donc, elles peuvent vous indiquer quel numéro appeler en pratique si vous avez besoin d'un avis infectiologue. Et elles sont censées vous mettre à disposition, quelle que soit votre spécialité sur le territoire, des ressources et outils pour promouvoir le bon usage des antibiotiques. S'il n'y en a pas sur votre territoire, consultez le site de votre centre régional en antibiothérapie.
Sinon, vous allez sur le site du ministère, j'ai mis ici l'adresse et vous avez toutes les coordonnées de ces centres régionaux et vous leur demandez à qui vous devez vous adresser si vous avez besoin de ces ressources. Si vous bossez en établissement de santé, c'est un peu plus simple parce que là, il doit y avoir un référent d'antibiothérapie qui est nommé par la direction, c'est réglementaire. Et ce référent, il faut que vous sachiez qui c'est et que vous le rencontriez si vous ne le connaissez pas, parce qu'il est officiellement en charge de la coordination des actions de bon usage des antibiotiques dans l'établissement, en lien avec les services de la pharmacie et de la microbiologie, bien évidemment. Il peut être infectiologue comme pas infectiologue, c'est pas forcément non plus un clinicien, ça peut être un pharmacien, ça dépend un peu des ressources de l'établissement. Donc il est censé vous mettre à disposition un guide de prescription, organiser des avis pour les cas complexes, avoir lui des alertes de la pharmacie ou de la microbiologie quand il y a des cas un peu qui nécessitent un avis, par exemple des hémocultures positives ou des bactéries très résistantes ou des antibiotiques de dernier recours. Et il est censé organiser aussi ou participer à une commission des anti-infectieux. J'ai mis 3 petits points parce qu'il y a plein d'autres choses à faire et c'est détaillé dans les textes sur le site du ministère. Donc c'est important. Alors en pratique, dans les textes, il est obligatoire, il est censé avoir du temps pour mettre en place des actions. Et dans la réalité, les choses sont plus compliquées, comme on le sait tous. Donc si vous n'arrivez pas à l'identifier ou s'il n'est pas nommé dans votre établissement, n'hésitez pas à insister sur le fait qu'il doit être nommé parce que ça vous rend service pour vous et vos patients. Et en tant que chirurgien, vous avez souvent beaucoup de poids vis-à-vis des directions et donc ça peut aider au fait qu'il y ait quelqu'un en charge de la politique du bon usage dans votre établissement. Et insister sur le fait qu'il doit avoir du temps dédié dans sa fiche de poste pour mener à bien ses activités, parce que des fois, ce qu'on voit, c'est qu'une pauvre personne accepte la mission et en fait, elle n'a jamais le temps et donc rien n'est fait dans l'établissement et c'est très embêtant pour tout le monde. Ce référent en antibiothérapie peut lui bénéficier de l'appui stratégique d'une équipe multidisciplinaire en antibiothérapie de son territoire avec des conventions entre établissements pour préciser les modalités de collaboration, pour qu'il ait une expertise en fait à disposition et des outils et des ressources mises à sa disposition. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans chaque service de chirurgie, il y ait un ou des correspondants. Ça peut être une équipe, hein. Moi, j'aime bien l'idée d'une équipe anesthésie-chirurgien. Après, ça, c'est à définir voir les infirmiers, bien sûr. Ça c'est à définir dans l'équipe, mais qui est un petit noyau, au moins un correspondant dans le service, qui soit vraiment l'interlocuteur privilégié de ce référent et qui se mobilise pour que dans le service, les pratiques de bon usage soient utilisées, soient promues et que les gens se mobilisent sur la thématique dans l'équipe chirurgicale, anesthésique et infirmière. Et voilà, j'arrêterai là pour pouvoir répondre aux questions. Et donc, j'arrête le partage. Vous avez mes coordonnées si vous avez des questions. Merci. Merci. Merci beaucoup. Professeur Montoupet. Merci pour ce topo très, très synthétique, très instructif. Oui. Alors, ma question porte sur la destination, enfin sur le référent par établissement, c'est-à-dire votre dernière diapo. En public, bon, c'est facile. Est-ce que cette même obligation est parfaitement établie et réglementée dans le privé qui comporte quand même 50% de la chirurgie pratiquée? Alors, c'est les mêmes obligations que ce soit du public ou du privé. Alors, c'est Après, dans les directement, faits, c'est qui dans le privé? Puisqu'il n'y a pas de temps dédié, puisque c'est une activité libérale, non salariée, et que c'est le volontariat dans ce le type de... directeur doit nommer quelqu'un qui est référent d'antibiothérapie, qui a ça dans sa fiche de poste. C'est les mêmes obligations, les mêmes textes qui s'appliquent quel que soit le type d'établissement. Maintenant, on sait, puisqu'il y a eu des enquêtes de fait, que les référents en antibiothérapie sont moins souvent nommés dans les structures privées que les structures publiques, avec moins de temps dédié. Mais ça, après, c'est du lobbying interne, quelque part. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour ta communication. Tu as été en charge au niveau national de ce sujet pendant plusieurs années. Ma question, c'est que les vétérinaires nous ont expliqué qu'il y avait eu 2 plans de lutte contre l'antibiorésistance pour les animaux avec des limitations de prescription de la part des vétérinaires, avec, semble-t-il, d'assez bons résultats. Est-ce qu'il est envisageable ou est-ce qu'il a même peut-être déjà été envisagé de limiter les prescriptions pour les Allez-y. médecins? Et je ne dis pas ça syndicalement, hein, je veux dire, est-ce que c'est pas une réflexion que les pouvoirs publics devraient avoir pour lutter contre l'antibiorésistance? Alors, oui, c'est assez régulièrement mis sur le tapis chaque fois que le plan national est mis à jour sur l'antibiorésistance et le bon usage des antibiotiques, mais ça reçoit jamais l'ascension de suffisamment de parties prenantes pour que ce soit concrétisé. À titre personnel, ma position, c'est que je pense qu'il faut d'abord
d'abord aller jusqu'au bout de l'éducatif, du persuasif, mettre en place les structures, les référents d'antibiothérapie, on en a parlé, parce que je pense que tous les cliniciens sont de bonne volonté et essaient de bien soigner leurs patients et que si on leur apporte un soutien suffisamment important, le persuasif doit pouvoir suffire pour changer les comportements, même si ça prend du temps. Après, ça n'empêche pas que dans un établissement de santé, il y a des alertes de la pharmacie qui partent au référent d'antibiothérapie sur certains antibiotiques de dernier recours, et ça, c'est dans les textes également, et ce qui fait qu'il y a un avis systématique offert par le référent d'antibiothérapie, normalement, pour certains antibiotiques ou certaines situations cliniques. Alors, c'est un avis qui est consultatif, hein, bien sûr. Le prescripteur reste, in fine, le décideur, mais ça permet quand même de bénéficier d'un avis pour certaines situations à risque d'antibiorésistance. Après, les vétérinaires, bon, c'est un autre, on pourra en discuter longtemps, c'est un autre champ. Euh, voilà. Et après, l'établissement est libre de faire différemment. Un établissement pourrait très bien définir au sein de sa commission des anti-infectieux des restrictions de prescription. Ça existe dans certains endroits, pas trop en France, mais dans d'autres pays, ou dans certains pays, il faut une autorisation d'un expert pour pouvoir donner certains antibiotiques. C'est tout à fait possible si c'est une politique d'établissement, mais c'est rarement fait en France. Et généralement, c'est plutôt un avis une fois que la situation s'est présentée. Merci. Pas d'autres questions?